Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester sur leur thème. Bienvenue à notre rendez-vous dominical qui porte aujourd'hui sur quelques sujets phares de l'actualité de la semaine, la tenue des examens du DF, la célébration du 25 mai, journée de l'unité africaine, la rencontre interconnexion système informatique des douanes Mali, Niger, Burkina Faso. Et pour en parler, et sur le plateau, trois invités, Monsieur Mahamadou Keita, il est le directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation. C'est bien cela, Monsieur Keita. Ok. Également sur le plateau, Monsieur le ministre Adama Samasekou, il est le président du mouvement fédéraliste panafricain. Est-ce qu'on l'a bien prononcé, Monsieur le Tout ministre? à fait, tout à fait, Ok. monsieur Mohamed. Monsieur Diagueli Diakité, il est le responsable pôle question douanière des projets SIGNAT, système interconnecté de gestion des marchandises en transit. Bienvenue à vous, monsieur Diakité. Merci. Et voilà, directement, les examens du diplôme d'études fondamentales de F se sont tenus cette semaine. C'était lundi, mardi, mercredi. Le Premier ministre et chef du gouvernement, le docteur Choguel Kokalamaïga, a procédé justement le lundi matin au lancement officiel des épreuves au centre d'examen de l'école, la cathédrale. Le chef du gouvernement a mis l'accent sur la nécessité d'un examen propre et sans fraude. On va insister sur ces deux mots, hein, propre et sans faute. On va voir si ça s'est passé comme c'est là, symbole du renouveau de notre école et de notre nation. Chogal Kokalamaïga a également rendu hommage aux responsables de l'école et aux parents d'élèves. Voilà, vous avez vu les images. Première question à Monsieur le ministre. Vous avez déjà été ministre de l'Éducation. Et quel est le regard que vous portez sur l'examen 2022-2023 du DF dans notre pays? C'est un regard très positif parce que je vois depuis quelque temps euh, la remobilisation du monde du département de l'éducation sous la houlette de Madame la ministre, que je félicite avec toute son équipe pour les efforts qui sont en train d'être faits afin de mettre un terme définitif aux dérives, euh, j'allais dire, comportementales que nous constatons dans notre système éducatif depuis plusieurs années. Donc, toutes les dispositions qui ont été prises pour sécuriser les centres d'examen, les dispositions qui ont été prises pour assurer que tous les centres ont été pourvus en dossier nécessaire pour faire leurs examens, tout cela en amont, sans compter évidemment la grande communication qui a été faite pour sensibiliser les parents, pour sensibiliser les enseignants, les élèves au comportement de rigueur, c'est-à-dire pour éviter toute fuite, toute fraude au niveau de ces examens. Donc je me réjouis de ce processus et je souhaite que les résultats correspondent aux efforts qui ont été investis pour Ok. cet examen. Alors, on va anticiper quelque peu sur votre sujet. Vous parlez du mouvement fédéraliste panafricain. Alors, dans une nouvelle formule, est-ce que vous tenez en compte la situation de l'école? Est-ce qu'elle est aussi importante là-dedans, dans la réussite de votre démarche? Bien sûr, Parce que c'est le fondamental quand même de l'école est le socle. l'éducation. L'école est le socle. D'accord. L'école, c'est vraiment le secteur stratégique essentiel pour le développement des ressources humaines. Or, qui dit ressources humaines, développement des ressources humaines, dit développement tout court. Parce que nos pays ne peuvent pas se construire avec des illettrés. Nos pays ne peuvent pas se construire avec des non-sachants, des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, qui ne savent même pas d'où ils viennent, qui ne peuvent donc pas savoir où ils vont. Donc l'école, une école évidemment refondée, une école qui est la nôtre, pas une école exportée, importée pardon, de l'extérieur. Donc cette école-là, cette refondation, et je me réjouis d'ailleurs que nous soyons dans une époque aujourd'hui de retour de la question de la refondation de l'État, une école bien refondée peut permettre aux enfants d'être formés, enracinés dans leur culture et ouverts au monde, mais avec la capacité intellectuelle de gérer les questions
vitale de notre pays. Donc, et en même temps, l'école doit apprendre aux jeunes à se connaître, à savoir que l'Afrique telle qu'elle est aujourd'hui résulte de la conférence de Berlin 1884-1885 qui a morcelé nos pays et qui a fait créer des micro-États. Et de part et d'autre de ces frontières qui sont artificielles, et la même continuité nationale se trouve. Donc, ça veut dire qu'à l'école, on doit apprendre que la première chose à faire, c'est d'unifier l'Afrique. C'est pour cette raison que pour nous, l'école est au cœur du combat pour le fédéralisme panafricain. Très bien, on va y revenir. Alors, Monsieur Keita, je rappelle, directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation, pardon, de quel concours examen s'agit-il? Merci bien, M. Diombele. Il s'agit de tous les concours et examens qui relèvent du département de l'éducation nationale, notamment le diplôme d'études fondamentales, le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet des techniciens première et deuxième partie, le baccalauréat, les examens de la santé, l'agropastorale et puis les examens des instituts de formation de maîtres. Alors, ils étaient combien? ODF. Oui, les candidats ODF, ils étaient 283 243 candidats cette année. Ok. DF 2022-2023, l'examen a vécu. Il s'est tenu partout au Mali? Partout. Là où il y avait des poches d'insécurité, les candidats de ces localités ont été déplacés vers des zones sécurisées. D'accord. Donc, tous les candidats ODF ont pu compétir. Ok. Alors, vous avez des mesures au départ pour la bonne tenue de ce rendez-vous de l'école malienne. Et à l'arrivée, quels sont les résultats obtenus? Vous êtes satisfait? Bon, vous conviendrez avec moi que nous ne sommes pas les mieux placés pour porter insatisfaction ce qui a été fait. D'accord. Des yeux extérieurs et puis des personnes certainement étrangères au système sont les bien placés pour le faire. Je remercie M. le ministre qui vient de porter un jugement qui nous honore. Et cependant, nous sommes en contact avec les gens. Les micro-trottoirs réalisés par les radios, les télévisions, nous ont quand même réconforté dans notre idée comme quoi les mesures qui ont été prises allaient dans le sens de ce que les Maliens veulent. Et ça nous réconforte aussi dans le sens que les Maliens veulent une refondation de leur école à travers les pratiques saines et louables. Maintenant, il faut reconnaître que dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé. Mais comme vous le savez, c'est une œuvre humaine. Nous avons eu quelques soucis. Des incidents ont émaillé le bon déroulement dans certains centres. Mais ça n'a aucun impact négatif sur les résultats d'ensemble. Vous avez parlé de mesures que nous avons prises, c'est vrai. Vous savez, depuis 2 ans, nous avons mis en place un système de traçabilité de toutes nos enveloppes et de tous nos sujets. À chaque fois que vous touchez à une enveloppe, quelle que soit la localité, nous avons une alerte, nous avons un signalement. Et c'est pareil pour les sujets. C'est ce qui a fait que cette année, nous avons pu déceler 2 gros cas de tentatives de fraude à Caille et à Djoro. Lesquels cas sont pendants maintenant devant la justice. Parce que pour Caille, les intéressés ont été déférés le vendredi. Pour Djoro, la brigade territoriale de Markala a présenté les intéressés le vendredi au juge de paix à compétence établie de Markala, qui les a mis sous contrôle judiciaire. C'est juste pour vous dire que nous, contrairement à ce que les gens disent, nous n'intégrons aucun groupe WhatsApp. Nous avons mis en place un système de veille. Nous avons des agents depuis le début des examens jusqu'à la fin qui veillent sur ce système-là. À chaque fois qu'il y a un problème, comme je le disais, on a l'alerte, on a le signalement et nous demandons au directeur d'académie de la localité d'agir directement. Juste un exemple pour le cas de Cal. Vous savez, dans la nuit du mardi au mercredi, aux environs de 22h, nous avons vu qu'on a touché une de nos enveloppes de physique-chimie. Ah bon? Touché comment? Ça veut dire qu'ils l'ont ouverte. Ah, d'accord. Maintenant, généralement, qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Les élèves, ils trompaient la vigilance des surveillants pour entrer en salle avec les téléphones. Ils photographiaient le sujet et le faisaient sortir, comme ils disaient, ils le balançaient. Mais cette fois-ci, comme
peut-être qu'ils ont voulu prendre une longueur d'avance sur nous. Ils ont négocié avec certainement un de nos chefs de centre. Ils ont ouvert l'enveloppe de physique-chimie. Or, l'épreuve de physique-chimie devait avoir lieu le mercredi dans la matinée. Mais le mardi déjà, à 22h, on a su qu'on a touché à une enveloppe de physique-chimie. Mais c'était sous scellé. C'est ce qu'on est en train de chercher à savoir, qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Donc maintenant, ils ont été malins, ils n'ont pas envoyé le sujet. Donc on a travaillé de 22 jusqu'à minuit, le sujet n'a pas été envoyé. Mais aux environs de minuit, c'est le corrigé qui est apparu. Ils ont envoyé le corrigé. Donc on a travaillé jusqu'à obtenir un numéro de téléphone qui s'est trouvé être celui d'un directeur d'une école privée à Caille. Donc immédiatement, on a communiqué le numéro au directeur d'académie qui a pris attache avec la gendarmerie. Et le matin, l'intéressé a été interpellé. Et quand il a été interpellé, il a dénoncé un promoteur d'école privée qui à son tour a dénoncé un autre, jusqu'à ce qu'on ait un groupe de 6 personnes qui ont tous été interpellés par la gendarmerie. Maintenant, la gendarmerie a procédé à leur audition. Et le vendredi, ils ont été déférés à la prison. Les 4 d'entre eux ont été déférés à la prison de Caille. Les 2 autres, l'élève qui est un mineur, est placé sous contrôle judiciaire. Il y avait une femme là-dedans qui est malade. Le dossier a été placé sous contrôle judiciaire. Mais les 4 principaux auteurs sont actuellement sont déférés à la prison de Caille. D'accord. Alors, vous avez dit que vous aimeriez être jugé par un regard extérieur. M. Diagueli, il est là, c'est un parent d'élève. Et quelle note donnez-vous au département pour la tenue de ces examens de DF? Bon, merci Dombélé. Note, je ne parle pas de note, mais quand même j'abonde dans le même sens que M. le ministre, parce que ces derniers temps, ils ont beaucoup communiqué sur le comportement des parents d'élèves et des élèves. Moi-même, j'ai écouté personnellement des communiqués diffusés à la radio qui disaient le comportement point par point de l'élève au centre d'examen. Donc, j'ai vu aussi que les micro-trottoirs qu'on a vus, peut-être que ça peut être un baromètre faible, mais les intéressés eux-mêmes disaient que c'était difficile de tricher. Et ils se plaignaient pour qu'ils n'ont pas pu tricher. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait des garde-fous. C'est ça que moi je peux dire pour le moment. D'accord. Alors, ça se poursuit, hein. C'est la période des examens. Le CAP démarre demain lundi. Avec combien de candidats? 26 244 candidats. Là également partout au Mali. Partout au Mali. Et quelles sont les mesures? C'est la même chose. On a dit qu'on ne chose. change pas un cheval qui gagne. C'est le même dispositif qui reste en place. Mais il faut que les uns et les autres sachent que les 2 examens qui nous posent le plus de problèmes, c'est le DF et le bac. D'accord. Le CAP, le BT, les examens de l'agro-pastoral, il n'y a pas assez de problèmes. Finalement, on peut même dire qu'il n'y en a pas, parce que ça se passe normalement. Mais le DEF et le bac, c'est les examens qui nous posent le plus de problèmes, et c'est là où nous accentuons tous nos efforts afin de débusquer toute tentative de fraude et puis essayer d'aller directement dans le sens de leur correction. Ok. À la lumière des faits, de tout ce qui s'est passé, vous pensez que qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a abouti à ce résultat probant? Est-ce que c'est la sensibilisation, l'éducation ou la peur du gendarme? Bon, ce qui a d'abord marché, au-delà de la sensibilisation ou de la peur, c'est l'accompagnement de nos collègues enseignants. Quel que soit ce que nous allons mettre en place comme dispositif, si nous ne sommes pas accompagnés par les collègues enseignants, ça ne marchera pas. Et ce sont eux qui se sont mis à la tâche, qui nous ont permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. C'est l'occasion de les remercier et de leur dire que la nation leur est reconnaissante par ma voix, même si ce n'est pas la voix la plus autorisée, mais ce qui est sûr et certain, depuis l'année dernière, ils sont en train de nous accompagner, et c'est ce qui amène la peur du gendarme. C'est ça la réalité. Parce qu'on vient de loin, on vient vraiment de très loin, où il y avait des époques où ce sont les surveillants eux-mêmes qui se mettaient à traiter les sujets, à les distribuer aux enfants, moyennant quelque chose. Mais cette époque-là, nous pensons qu'elle est révolue. Donc, ce sont nos collègues enseignants qui sont vraiment à féliciter et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des examens plus ou moins propres. D'accord. Examen propre, on verra si le pourcentage aussi sera propre, parce qu'on a l'impression qu'on s'appesantit beaucoup, on se focalise beaucoup sur les 3 jours des examens au Mali que sur la durée même des études. C'est-à-dire, ça commence le 1er octobre normalement. Et comment elle s'est présentée cette année scolaire? Est-ce que vous avez pris les mêmes mesures pour qu'elle se passe très bien? Est-ce qu'elle s'est bien déroulée, selon vous? Ça faisait très longtemps aussi que nous n'avons pas assisté à une année scolaire aussi normale.
Ça fait très longtemps. Cette année, les syndicats d'enseignants, je vous le disais tantôt, nous ont accompagnés en signant un accord avec le gouvernement, à travers lequel accord ils ont décidé de ne pas observer de mouvement de grève. Et là, ce n'était pas la peur du gendarme. Non, ce n'était pas la peur du gendarme. Alors, c'était quoi? Qu'est-ce qui a fait que l'année a marché? C'était du patriotisme. C'était du patriotisme parce que tout le monde connaît les conditions dans lesquelles le pays se trouve aujourd'hui. Il n'était pas bien séant quand même d'observer encore des mouvements de grève dans le secteur aussi sensible qu'est l'éducation. Ça, c'est très important. Mais le même dispositif reste en place, même au niveau des secrétariats. Parce que c'est un travail humain. Au niveau des secrétariats, il y a la réception de copies, il y a leur classement, il y a la correction, il y a le port des notes, il y a la vérification. C'est tout un processus. Et le dispositif reste le même. Nous veillons. Au sein de chaque académie, au sein de chaque pôle de correction, nous avons des agents qui sont là, qui sont dédiés qu'à cette tâche-là seulement. Alors, bien malin, c'est lui qui va nous dire exactement il y aura combien de pourcentage de réussite, mais vous tablez sur combien à peu près ça va s'améliorer par rapport à l'année dernière. C'était combien? Vous en souvenez? On était à 38%. 38%, oh, ouais. C'est très faible quand même. Bon, vous savez, je le dis généralement aux gens, ce n'est pas le pourcentage qui compte. Un examen, je parle sous le contrôle de M. le ministre, un examen c'est une sélection. D'accord. Il faut prendre les meilleurs. Maintenant, ces dernières années, les enfants ne travaillent plus. Chacun attend la dernière minute pour pouvoir être en possession des sujets à l'avance ou bien être en salle, photographier le ciel et le faire sortir. D'accord. Donc, on est dans un processus de sélection où ce sont les meilleurs qui seront pris. D'accord. Maintenant, si ces meilleurs-là ne font que 15%, nous allons nous en contenter. D'accord. Mais s'ils font 60%, il n'y a pas de problème, c'est ça. Ah, justement, très bien, il s'agit de relever ce niveau. C'est comme dirait l'autre, pour aller vite, on va aller seul. Mais pour aller plus loin, on va aller ensemble. Mais dans ce cas-là, on a besoin d'aller vite et ensemble. Donc, nous avons besoin de bonifier le nombre des excellents. Monsieur le directeur, comment il faut le faire? Tout à fait. Bon, il faut que les gens se mettent au travail. Il n'y a pas de secret. Vous venez de le dire, c'est le 1er octobre que les examens commencent en réalité. Il faut que les parents d'élèves et les élèves sachent que la réussite à un examen, ce n'est pas le jour de l'examen, ce n'est pas les 3 jours de l'examen, c'est depuis le 1er octobre, le jour de la rentrée. C'est en ce moment-là que les uns et les autres doivent se mettre au travail et se fixer un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de réussir à son examen. Et là, tous les moyens doivent être mis en œuvre pour ce faire. Il y a un temps pour étudier et il y a un temps pour s'amuser. Ils ont 9 mois pour étudier. Vous verrez, ils auront 90, voire 120 jours pour s'amuser, pour s'éclater, faire tout ce qu'ils veulent. Et nous pensons que ce moment est largement suffisant. Arrivé le temps des études, il faut qu'ils s'y mettent pour leur faire plaisir et faire plaisir à leurs parents et au pays. On peut dire que c'est le point de départ de la sortie du marasme de l'école malienne. Nous l'espérons bien. Ok. Alors, on va passer à notre deuxième sujet. C'est bien. Vous voulez ajouter quelque chose? Bon, parce que quand il s'agit de l'école, question transversale, comme vous l'avez dit. Tout a été dit, hein, parce que comme vous savez que le sujet est transversal, je le disais tantôt, nous suivons ce qui se passe réellement. On sent vraiment une maîtrise. On sent vraiment qu'il y a un maillage autour des examens. On le sent. Très bien. Ok. Oui, allez-y, monsieur le ministre. Non, parce que monsieur le directeur a évoqué la question, mais il faut insister sur cette question. Ouais. La question de l'école, ce n'est pas que le temps des examens. C'est l'ensemble du cursus. Donc, il est fondamental que l'effort qui est mis aujourd'hui pour sécuriser les examens puisse être mis aussi pour revoir totalement le processus d'apprentissage. Je crois que c'est extrêmement important. Il y a 2 dimensions fondamentales. La première dimension, c'est véritablement de créer les conditions pour que l'enfant soit à l'aise dans son processus d'apprentissage. Ça veut dire qu'il faut renforcer la dimension d'introduction et d'utilisation des langues nationales dans le système éducatif pour que le génie créateur de l'enfant puisse se développer. Deuxième dimension, il est important que l'accompagnement des enseignants, quelqu'un pourrait dire l'inspection, mais nous avons parlé à l'époque de CAP, le centre d'animation pédagogique, pour manager les enseignants, cet accompagnement soit systématique, de manière à pouvoir vérifier qu'effectivement les cours sont donnés en classe, que la progression des enfants est mesurée correctement, de manière à pouvoir s'assurer qu'au moment de l'examen, le travail aura été bien fait. Donc je crois que ça, je suis sûr que le département y pense, c'est un début,
Et je suis convaincu aussi aujourd'hui qu'avec la nouvelle future constitution, où il est acté, fort heureusement, que les langues nationales sont nos langues officielles, tous les efforts seront mis pour que ce soit les langues d'éducation, comme dans tous les pays du monde. Très bien. Alors, 25 mai, une journée dédiée à l'unité africaine. Dans la mouvement de cette célébration, le mouvement fédéraliste panafricain MFP, c'est bien cela, MFPA, d'accord, qui regroupe des écrivains, chercheurs et étudiants, a visité hier samedi des monuments dédiés au père de l'indépendance. Le but est de permettre aux étudiants de mieux s'imprégner. On n'est jamais loin de l'école, hein. De s'imprégner de leur histoire et des hauts faits aussi. Le Mali demeure la cheville ouvrière du courant panafricaniste et depuis les premières heures de l'indépendance, une vision portée par le père de l'indépendance du pays, Modibo Keïta, le président. Les ténors de ce mouvement ils sont animés de cet esprit de réhabilitation, de ces icônes qui hissent le drapeau du continent au firmament de la liberté des peuples africains. Monsieur le ministre, on revient à vous. Panafricanisme, ce n'est pas un concept nouveau, hein? Voilà. Et qu'est-ce que vous nous apportez aujourd'hui? Merci beaucoup, M. Diombele. Je voudrais saisir cette occasion. Nous avons beaucoup parlé sans saluer vos téléspectateurs, sans remercier le RTM de nous donner l'occasion de parler de ce moment important de la vie de nos pays. Merci beaucoup. En fait, nous sommes aujourd'hui dans une phase historique où la question du panafricanisme revient sur la scène mondiale, pratiquement pas seulement africaine. Et nous, notre dynamique, que nous avons appelée Mouvement fédéraliste panafricain, envisage de reprendre le flambeau des pères fondateurs de l'unité africaine, et en particulier dans la dimension des fédéralistes. Parce que vous savez qu'à l'Union africaine, à l'OUA à l'époque, en 1963, il y avait deux grandes tendances et des tensions. C'était ceux qui étaient pour l'unité politique immédiate du continent et ceux qui étaient pour une approche progressive. Et donc les premiers sont appelés les fédéralistes, les seconds antifédéralistes. Et parmi les premiers, il y avait le président Nkrumah, le président Modibo Keïta, Sékou Touré et d'autres. Donc nous sommes aujourd'hui, nous avons décidé 50 ans après, parce que notre mouvement a été créé en 2015, nous avons dit il est urgent de remettre sur la table l'urgence fédéraliste, c'est-à-dire de dire que nous devons créer un État fédéral. D'accord. Et c'est ça la particularité vous de notre venir avec quelque chose qui a échoué. Non, pas du tout. Ce qui a échoué, c'est effectivement la tentative, le rêve des fédéralistes de créer cela. Mais nous voulons reprendre ce rêve. Ah, d'accord. Et quand on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve, dit, disons, Don Helder Camara. Mais quand on rêve ensemble, c'est déjà le début de la réalité. Et nous avons créé un mouvement populaire qui va permettre de reprendre ce cheminement, de créer ce que nous avons appelé les États africains unis. D'accord. Et de ce point de vue, nous avons une démarche pragmatique, voilà, réaliste. Et c'est quoi cette recette? Cette recette, enfin, je ne parlais pas en termes de recette. Cette démarche, elle est celle de changer la dimension. Ce qui n'a pas marché jusqu'ici, c'est qu'on parle de l'unité, mais de haut vers le bas. L'OUA était l'organisation intergouvernementale, l'Union africaine demeure une organisation intergouvernementale, et c'est d'en haut qu'on veut promouvoir. Nous disons, nous pensons que c'est mieux de partir du bas vers le haut. D'ailleurs, c'est ce que Cheikh Anta Diop a proposé. Donc, nous sommes dans cette dimension de créer un vaste mouvement populaire, de manière à pouvoir faire prendre en charge par les gouvernants la volonté, plusieurs fois exprimée, des peuples de s'unir. Alors, monsieur le ministre, vous avez dit, maintenant, il faut changer la donne, hein, il faut changer la démarche, la trajectoire. Comment faut-il s'y prendre maintenant pour séduire les gens d'en haut, pour leur dire, non, renvoie l'ascenseur. La démarche tient vraiment à la fois des gens d'en bas. Non, c'est une proposition de partenariat avec tous les États. Notre mouvement est un mouvement citoyen qui met en place dans chaque État, en l'heure actuelle, ce que nous appelons un comité national de coordination du mouvement, dont le seul objectif, c'est de créer une coalition nationale. Une coalition avec tous les acteurs de la société qui veulent aller à l'unité, c'est-à-dire les partis politiques, les syndicats, la société civile en général,
le secteur privé, les femmes et hommes de culture, le monde académique, les mondes professionnels, c'est-à-dire toutes les organisations comme ici chez nous, l'Assemblée permanente des métiers, etc. Donc, nous voulons, et puis le patronat, bien sûr, comme je l'ai dit, le secteur, nous voulons donc que tout le monde, tous ceux qui sont d'accord avec l'idée qu'il est urgent d'aller à l'unité africaine, se mobilisent autour de notre mouvement en créant des coalitions. Coalition, ça veut dire que chacun reste ce qu'il est. Mais on est d'accord pour le seul objectif d'accélérer la création de l'unité africaine. Et pour nous, accélérer, ça veut dire dans la décennie des années 20. Vous voyez l'ambition. Nous voulons qu'avant 2029, nous puissions dire les États africains unis ont été créés. Quand nous parlons d'États africains unis, d'ailleurs, je dois préciser, parce que souvent, les gens parlent beaucoup d'États-Unis d'Afrique. Mais notre démarche, c'est là la plus-value aussi que nous apportons. Nous estimons que l'Afrique, ce n'est pas que le continent. L'Afrique, c'est le continent et ses diasporas. Et nous avons, dans les diasporas, des États africains. Je vous rappelle la première république historique noire, Haïti, la Jamaïque de Bob Marley, Trinidad et Tobago. Dans les Caraïbes, il y a des États africains. La majorité des populations, c'est des Noirs. Dans les diasporas, il y a des communautés noires, afro-américains, afro-descendants tous, en Amérique latine et partout. Donc, nous voulons que les États africains des Caraïbes participent à cette création. À l'époque, vous savez que l'Union africaine avait créé la 6e région, la diaspora. Elle n'a pas pu avoir vie. Nous pensons que nous pouvons aider, par le pragmatisme que nous prenons, à associer les États africains. Une fois que la dynamique aura pris sur le continent, elle va attirer et sécuriser la participation des autres États. Voilà un peu la démarche que nous voulons faire. Et donc, les comités nationaux à la base renvoient aux comités régionaux. Et nous avons 9 régions que nous avons identifiées. Les 5 régions d'Afrique, plus l'Europe, l'Amérique du Nord, qui comprend le Canada et les États-Unis, l'Amérique latine et les Caraïbes. Voilà les 9 États, 9 régions de notre mouvement. Il y a une 10e région, l'Asie, où nous n'avons pas pour le moment pied. Lorsque vous dites « nous voulons », c'est qui c'est nous et c'est qui la tête de proue? La tête de proue, c'est une direction internationale que j'ai l'honneur de présider. Mes collègues m'ont fait l'honneur de faire de moi le président du comité international préparatoire du mouvement fédéraliste panafricain. En réalité, c'est préparatoire du premier congrès fédéraliste panafricain. Ça, c'est aussi le premier objectif que nous voulons atteindre maintenant. C'est-à-dire, vous savez, il y a eu beaucoup de congrès panafricains. Mais c'est pour la première fois dans l'histoire du panafricanisme en général que nous avons un congrès fédéraliste panafricain. Pour accélérer l'établissement de l'État fédéral. Et donc, dans ce processus-là, il est conduit au niveau international par le comité international préparatoire, qui est composé des représentants des régions et d'un comité exécutif qui a été élu à Accra en 2018, lorsque nous avons officialisé le mouvement, qui est né en 2015, mais était officialisé en 2018 à Accra, à la faveur d'ailleurs d'une célébration importante pour nous tous. C'est le 60e anniversaire du All African Convention, People's Convention de Kwame Nkrumah. Et donc cette célébration a été faite sous la présidence du président du Ghana, puisque nous avons associé notre pré-congrès à cet événement-là. Donc, voilà. Oui, je vous en prie. Oui, je voudrais savoir, est-ce que le mouvement est déjà en mouvement, on va le dire, et depuis quand? Le mouvement est déjà en mouvement depuis 2015. Mais depuis de 2015 à 2018, c'était une phase provisoire. Donc la direction internationale du mouvement s'appelait CIIP. C'était Comité d'initiative internationale provisoire. Et partout, on a créé des comités nationaux d'initiative, CNI. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez 5-10 personnes avec quelqu'un qui anime cela, le coordinateur, et ça marche. Maintenant, depuis Accra, nous sommes passés à la phase de préparation du premier congrès fédéraliste panafricain. Les CNI sont devenus des CNC, Comités nationaux de coordination, pour créer les coalitions. Et les coalitions créées vont permettre de faire une assemblée générale pour que tous les représentants de ces organisations, les partis politiques, ils vont envoyer des représentants. Une assemblée générale sera faite pour élire le président ou le coordinateur du comité national préparatoire du premier congrès. Et donc, il y a une légitimité qui va permettre de faire un premier congrès historique avec des représentants des pays qui sont ciblés pour être membres des États africains unis. Alors, jusque-là, nous avons l'impression qu'on est au niveau des élites du mouvement. Et quels sont les échos que vous avez auprès de la population? Yana? Vous savez, M. Djombélé,
Nous avons été créés en 2015 dans la première dimension. À partir de 2018, on a officialisé le mouvement. Et c'est seulement en 2021 que nous avons eu notre récépissé à Bamako. Parce que le mouvement a été initié par des patriotes africains du Sénégal. Mais tout le monde a dit que le siège doit être au Mali. Parce que tout le monde sait que le Mali a le panafricanisme dans son ADN. D'accord. À travers sa constitution, déjà. Donc, le siège est ici. Nous avons donc la première chose à faire avant de communiquer, parce qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut que nous soyons reconnus, que nous ayons une légitimité juridique. D'accord. Donc, nous avons eu en 2021 notre récépissé. Et c'est à partir de là que ce travail d'installation des structures va se renforcer. Et une fois que cela est fait, le passage du CNC au CNP, c'est-à-dire la création de la coalition nationale, va être le moment où, j'allais dire, la légitimité des populations à la base va se concrétiser. Mais d'ores et déjà, ce que nous pouvons dire, c'est que, comme vous l'avez vu, vous avez parlé de notre activité d'hier, mais le 25 mai, nous avons été à la Tour de l'Afrique. Et nous avons fait une marche. C'était notre mouvement qui a proposé, à travers le monde, de créer une grande marche. Oui. On allait voilà, donc on va reparler de ça. Oui, mais allez-y déjà. Je vais dire par et là pourquoi cette journée et cette initiative, surtout à l'intention de la jeunesse? Oui, en fait, c'est pour deux objectifs essentiels. Le premier objectif, c'est de donner de la visibilité à notre mouvement et d'appeler à l'unité du continent. Le deuxième objectif, c'est manifester de la solidarité avec les peuples africains qui souffrent. Tout le monde le sait. Donc ça, je pourrais, une fois que vous m'aurez relancé là-dessus, je pourrais développer un petit peu au niveau de la Grande Marche. Ok. Et cette question-là, quand même, on a parlé de fédéralisme en Afrique depuis maintenant plusieurs décennies, 6 décennies comme ça. Et les leaders, les acteurs, c'est eux qui sont là. On peut les appeler une génération de perdus. Sur quoi aujourd'hui devons-nous nous apaisantir? Est-ce que c'est parce que la nouvelle génération, est-ce que vous pensez que les peuples qui sont là sont aujourd'hui capables de porter à hauteur de ce que vous prenez comme valeur? En fait, le peuple le porte déjà. Le peuple le porte déjà. Ce qui nous manque, c'est une bonne articulation entre les aspirations des peuples. Je vais revenir, j'avais dit que ça avait été un échec. Vous avez dit non, ça n'était pas un échec. Non, ce n'est pas un échec. C'est pas un échec. Ceux qui sont là c'est pas une génération perdue. C'est les dirigeants actuels sont des partenaires avec lesquels nous pouvons renégocier le réaménagement du processus. Parce que jusqu'ici, on n'a pas pu porter vraiment l'idéal du panafricanisme à hauteur des seuils, non? Mais bien sûr. Voilà pourquoi aujourd'hui on veut changer, on parle de nouveau départ. Non, M. Diombélé. Le panafricanisme, il y a beaucoup d'associations qui parlent de panafricanisme dans tous les pays. Vous le savez, l'histoire récente du Mali a donné l'occasion à des panafricanistes. Oui, mais on en parle tellement que d'aucuns parlent de termes quelque peu galvaudés. Non, en réalité, c'est une question, j'allais dire, de conviction et d'engagement. Et d'accord. Tous ceux et toutes celles qui sont convaincus que les États actuels, dans leur constitution, sont incapables d'assurer la souveraineté de l'Afrique et que cette souveraineté ne peut être assumée que par un État fédéral, tout cela vont se mobiliser autour de la dimension actuelle. Et je crois que de ce point de vue, il est important de dire qu'en réalité, la récente expérience même du Mali montre que ce n'est pas galvaudé, puisque le Mali parle de fédération avec le Burkina, la Guinée. Donc, en fait, ça montre que c'est encore plus que jamais d'actualité. C'est pour ça que nous parlons dans notre mouvement d'urgence fédéraliste. Et nous allons bâtir sur cette dynamique du Mali, du Burkina et de la Guinée, pour accélérer la constitution des États africains unis. Et de ce point de vue, nous proposons aux États un vrai partenariat entre notre mouvement citoyen et les dirigeants actuels de ce pays. Nous sommes dans la perspective d'être reçus par le président aussi de la Commission de l'Union africaine, parce que notre démarche, elle est celle de dire, notre objectif n'est pas de critiquer à tout va les États actuels. Non. Nous nous positionnons dans une perspective de négociation avec les États actuels puisque tout le monde dit qu'il veut de l'unité. Aucun chef d'État ne parle tous les chefs d'État parlent d'unité africaine. Donc nous proposons une manière pragmatique. Ce n'est pas le que faire qui compte maintenant, c'est comment. Nous proposons une manière pragmatique d'y arriver
Et pour nous, l'ambition, c'est d'y arriver avant la fin des années 20. Ok. Unité, fédéralisme, chacun dans son domaine d'activité, son cœur de métier. Il le faut dans le secteur de l'éducation et chez vous également. Je crois que c'est le début, non? Vous êtes dans la mouvance aussi. Effectivement, nous sommes dans un processus d'intégration des systèmes douaniers, des systèmes informatiques douaniers. Déjà, ça va dans le cadre de l'intégration. Monsieur le directeur, le rôle de l'école? Bon, nous, au niveau de l'éducation, nous sommes dans un processus d'harmonisation du baccalauréat dans l'espace UEMOA, qui est en train de prendre corps petit à petit. Et pour preuve, toutes les dates prévues pour le bac se situent entre le 18 et le 22 juin de chaque année. Ça, c'est dans l'espace UEMOA. Donc déjà, de ce point de vue aussi, le chemin, il est en train d'être balisé. Voilà qui vous donne raison, monsieur le ministre. Alors, votre caravane d'hier, vous êtes allé visiter des sites, vous avez montré des images. Et pourquoi le choix de ces sites et qu'est-ce que vous avez dit aux visiteurs du jour? C'était un circuit d'hommage aux panafricanistes. Les visiteurs du jour, les étudiants, il était important pour eux de savoir d'où nous venons et de comprendre le sens du 25 mai. Le sens du 25 mai, c'est la célébration de cette date de création de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Et ce sont les pères fondateurs de l'unité africaine qui doivent être connus et qui doivent être aussi célébrés. Et en plus, notre objectif, c'était aussi de dire, pour les Maliens, Bamako, c'est la capitale panafricaine par excellence. Nous avons eu des témoignages d'autres Africains qui disent qu'ils ne voient pas une capitale africaine où il y a autant de monuments célébrant des non-maliens dans la perspective du panafricanisme. Donc nous avons voulu aussi faire cela, la tour de l'Afrique, le square Patrice Lumumba, notre évidemment place de l'indépendance, à tout seigneur, tout honneur, ensuite la statue de Kwame Nkrumah, la place Mamadou Konaté, quand même unique président du Rassemblement démocratique africain, 1946, donc l'intégration c'était par là. Bamako est la capitale de tout cela. Et puis nous terminons par le mémorial Modibo Keïta. Voilà ce que nous avons fait. Les étudiants ont été très impressionnés par ce circuit, ont posé beaucoup de questions auxquelles nous avons pu répondre. Nous avions avec nous des personnes ressources exceptionnelles qui ont pu expliquer d'abord le sens des monuments, comme M. Tembeli à la Tour de l'Afrique, parce que beaucoup de gens ne savent pas qui a été l'architecte. On sait que c'était sous l'initiative de M. Alpha Oumar Konaré, président de la République à l'époque, mais les architectes qui ont fait ces monuments-là, nous avons invités à venir dire aux étudiants le sens du monument. Donc nous avons fait la même chose au niveau de la place de l'Indépendance avec M. Sidibé, l'architecte Sidibé, qui a expliqué un peu le sens du mouvement. On est donc, et au mémorial Modibo Keïta, avec les acteurs, on a pu comprendre que, pour ceux qui ne le savaient pas, le mémorial, c'est la représentation du Kanaga de mes cousins, et que tout cela permet aussi de voir. Et alors, ce qui était le clou de ce circuit, c'est que vous savez, il y a les convergences. Nous savions qu'il y avait une exposition organisée par Mme Dramé Kadiatou Konaré et M. Agui Boudjara à l'occasion du prélancement de leur livre sur Addis Abeba, le serment. Il y avait une exposition sur les pères fondateurs. Donc, la grande salle de l'exposition Mémoire Modibo Keïta était j'allais dire, tapissée des photos des pères fondateurs, avec pour chaque pays un extrait de l'hymne national, avec la date d'indépendance, une présentation du président. Alors, voilà. on va dire que c'était une opération d'information pour accrocher ces jeunes. On va même dire une opération de séduction, parce qu'il ne s'agit plus de prendre le bâton, il faut les séduire. Alors, vous avez chanté et l'unité, vous avez célébré le fédéralisme, vous avez allumé en eux, je vais parler de ces visiteurs du jour, les étudiants, en eux la flamme du fédéralisme en un seul jour. Comment faire maintenant pour que cette flamme reste vive toute l'année, tout le temps? C'est animer nos structures. Nous avons mis en place des structures. C'est pour ça que nous avons une démarche pragmatique. Nous ne parlons pas en l'air. Nous avons un comité national de coordination ici, coordonné par Mme Asetoufune Samake, l'ancienne ministre, avec un comité exécutif d'une douzaine de membres. Et donc, c'est eux qui gèrent la situation nationale, comme dans tous les autres pays. Donc, ça, c'est une occasion de capitaliser
toutes les activités d'information, de conscientisation que nous avons eu à faire. Et je voudrais, juste pour ne pas oublier de parler de la Grande Marche, parce que c'est extrêmement important. Absolument, allez-y. Nous avons, notre mouvement a dit, à l'occasion du 60e anniversaire de l'unité africaine, il est important que nous apportions notre contribution en proposant à tous les pays du monde de faire une grande marche, toutes les capitales mondiales, de faire une grande marche pour l'Afrique, GMA. L'objectif de cette grande marche, c'est d'abord de montrer la solidarité avec les peuples africains, et c'est aussi inciter tout le monde à dire les malheurs que nous avons aujourd'hui ne peuvent pas s'éteindre tant que nous ne serons pas unis dans le cadre d'un État fédéral. Voilà les deux objectifs. Et à Bamako, ça a été extraordinaire, vous avez vu, tous les membres du gouvernement, tous les ambassadeurs qui étaient là, les organisations des communautés africaines dans leur fédération, tout le monde était derrière la banderole que nous avons proposée et a fait une marche symbolique autour de la tour. Et cette marche a eu lieu dans le monde, à New York, à Paris, à Tananarive, à Madagascar, en Ouganda, où le Premier ministre était au devant de la marche. Ça allait être le cas ici, chez nous, si nous était voilà, un certain nombre de circonstances. Ça a été le cas aussi à Nairobi, à Praia, à Dakar. Nous avons donc... Elle est retombée, cette GMA, oui. grande marche pour l'Afrique. Oui. On va dire j'aime l'Afrique. On va les dire comme ça. Oui, tout à fait. D'accord, retombée. Retombée, nous sommes en train de recevoir les rapports des différentes structures. Mais déjà, nous savons que les retombées sont extraordinaires. À Paris, nos camarades ont fait cette marche avec 10 autres associations panafricanistes qui créent déjà la coalition. Et la marche a été un succès parce qu'elle a été même encadrée par les policiers qui ont félicité les marcheurs pour cela. Donc ça donne de la visibilité au mouvement. Ça aussi, c'est extrêmement important. Ici, c'est la même chose. Tout le Mali a vu. Nous avons déjà été reçus par monsieur le Premier ministre parce que c'était important pour nous, au niveau des nouvelles autorités, de dire que nous existons, puisque le Mali est le siège. Et le Premier ministre nous a accueillis avec beaucoup d'intérêt et nous a félicité pour cette initiative. Et nous allons continuer avec les différents membres du gouvernement concernés, c'est-à-dire le ministre de l'Intégration et le ministre des Affaires étrangères. Ok, 30 secondes à vous, parce qu'on va passer au troisième sujet maintenant. Dans les années 60, fédéralisme, ça n'a pas marché. C'est pourquoi vous revenez aujourd'hui au point de départ. Vous engagez un nouveau départ. Et pourquoi ça va réussir en 2023 ? D'abord parce que ce n'est pas tout à fait un nouveau départ. C'est la continuité pour nous. D'accord. Donc nous savons sur quoi bâtir. Il n'y a pas eu de cassure. Donc vous avez mis un pont. Oui, absolument, absolument. Okay. Et deuxièmement, le contexte historique aujourd'hui est à la faveur du regroupement de l'Afrique. Et ne serait-ce que ce que nous vivons au Mali montre qu'il y a urgence. Beaucoup de jeunes des peuples de la région de la sous-région sont venus à Bamako pour célébrer la dynamique de rupture mise en place par nos autorités de la transition. Je crois que ça, c'est des prémices qui montrent que si nous nous organisons correctement, si nous sommes convaincus, si nous sommes déterminés, si nous sommes engagés, eh bien, il n'y a pas de raison que nous puissions trouver la formule avec nos dirigeants pour que nous accélérions ce processus-là, parce que nous avons conçu le schéma depuis des années. Et ce qu'eux, ils veulent aujourd'hui, au niveau de ceux qui veulent la fédération, nous représentons tout à fait simplement la démarche à faire. Très bien. Convaincu, très enthousiaste. Également, du côté des douaniers, ils le sont. Et la tenue, également, cette semaine, ici à Bamako, des travaux sur l'interconnexion des systèmes informatiques des douanes du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Les experts venus de ces trois pays frontaliers se sont penchés sur l'écosystème économique des douanes à l'issue de leur rencontre. Des propositions, des solutions en vue de relever les défis économiques ont été faites, et cela passe par exemple par la signature d'une convention sur l'interconnexion des systèmes informatiques des douanes des trois pays respectifs. Une signature devrait aussi avoir lieu ici à Bamako, déjà le mercredi dernier, en présence du ministre de l'économie et des finances et les directeurs généraux des douanes du Mali, du Burkina et du Niger. Alors, M. Diakité, ce document a été signé ? Et effectivement, ce document a été signé. Et il s'agit du protocole d'accord et de l'instruction cadre relatif à l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Là, c'est une première.
C'est une première pour le Mali. C'est vrai que c'est un processus en fait. SIGMAT veut dire littéralement système interconnecté de gestion des marchandises en transit. Mais ça existe il y a longtemps quand même. Bon, c'est vrai que depuis une dizaine d'années, Oui. le projet est en train de couver et certains États sont déjà partis en interconnexion. Mais c'est le tour du Mali maintenant d'aller avec 2 pays d'abord. Il y a des processus avancés avec d'autres pays, tels le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais la signature des actes réglementaires et l'élaboration d'un chronogramme de mise en œuvre, ça s'est passé ici à la rencontre des directeurs généraux du Mali, du Niger et du Burkina. Alors le Burkina et le Niger sont déjà connectés, sont déjà signataires. Ils sont connectés avec d'autres pays. Ils vont cette fois-ci avec le Mali. C'est ça qui a été consacré le mercredi 24. Ok. Bon, permettez-moi de dire que le choix du Mali, ce n'est pas gratuit. En fait, le Mali est au cœur. Nous sommes entre 3 États sans littoral, nous sommes 3 États de l'Interland. Le Mali a beaucoup d'importations. Nous sommes vraiment dans le flux des marchandises. D'accord. Deuxième point non moindre, c'est la volonté affichée de nos autorités d'aller vers cet outil d'intégration majeur. Et cette volonté a été traduite par la délocalisation au ministère de l'économie et des finances des actes de signature sous la supervision du ministre des Finances, de l'économie et des finances. Malgré un agenda chargé, je crois que c'était mercredi, il y avait conseil des ministres. Donc ce sont ces 2 raisons fondamentales qui peuvent motiver le choix du Mali. D'accord. Parce que nous, effectivement, vous l'avez dit, c'est une première que nous ayons. Alors le Mali est important, vous l'avez dit, le Mali, pays de l'Interland, qui va signer également avec 2 pays de l'Interland. Le Mali, un hub, vous l'avez dit. Est-ce que nous avons des avantages comparatifs? Si oui, lesquels? Bien sûr, on a des avantages comparatifs parce que, effectivement, SIGMAT même, c'est quoi? C'est la célérité, la facilitation et la sécurisation. Si on va dans tous les compartiments à travers ces 3 mots, on va trouver qu'un chauffeur, je prends l'exemple sur un camion d'hydrocarbures qui quitte Zender, parce que nous prenons les carburants à Zender. Il quitte Zender jusqu'au Mali avec un seul document. Contrairement à un passé récent, où vraiment c'est des successions de documents, Oui, des successions de procédures. Oui. Donc cette célérité, ça profite au chauffeur déjà. Parce que le chauffeur va se dire, bon, je suis moins stressé, pas de tracasserie administrative, pas de lourdeur Ça administrative. profite à tout le monde. L'importateur, lui, il va dire qu'il y a un temps assez court pour évacuer ses commandes. Le transporteur, il peut faire plusieurs rotations. Et à la fin, l'État même, vous voyez que nos recettes sont largement tributaires du nombre de rotations des camions. Absolument, de la célérité. Donc voilà, c'est- c'est des va-et-vient, ça ne peut que bonifier nos recettes. D'accord. Ce volet, qui constitue une orientation majeure de la direction générale sous l'égide du ministère, est aussi associé à un volet important, la sécurisation. Parce que la lutte contre la fraude. Quand on dit vers vous un camion, déjà le Niger va dire vers vous un camion, parce que ça quitte le Niger, on a déjà le camion en vie. Sauf annulation, on peut déjà comptabiliser dans nos recettes. D'accord. Et la fraude est minimisée. Ok. La troisième orientation de la direction générale des douanes, qui est vraiment les réformes, nous sommes au cœur. D'accord. SIGMAT, c'est une réforme majeure. Ok. Mali avec Niger et Burkina Faso pour l'instant. L'objectif c'est l'ensemble. Quel horizon? Vous allez intégrer l'ensemble, vous serez tous connectés. Vous visez combien de pays? Ça concerne combien de pays? Ça concerne tous les pays de la CEDEAO. Tous les pays de la CEDEAO. Tous les pays de la CEDEAO. D'accord. Le Mali a été toujours présent dans l'élaboration parce que c'est des processus. Il y a un processus des travaux techniques. Le Mali, même en temps de Covid, même en temps où vraiment on était abusivement écarté par la CEDEAO, nous avons toujours en filigrane d'aller vers ça. Alors pourquoi on est en retard là? Pourquoi on n'a pas intégré plus tôt Sigma? On est en retard, vous voyez que tous les projets du monde, il y a vraiment le changement, les réformes, c'est des réticences. D'accord. Nous, il fallait vraiment essayer de faire une matrice de toutes les parties prenantes, recenser au maximum les difficultés dans cette phase préopérationnelle, les difficultés concernant tous les acteurs. Nous avons ratissé large. Il y a la Fédération des transitaires du Mali, FETRAM, le Conseil malien des chargeurs,
Nous-mêmes, douane, nous avons nos difficultés. Nous constituons aussi des difficultés par rapport à SIGMAT si on se fie à nos pratiques anciennes. Donc, il fallait recenser toutes ces difficultés et les aplanir. Okay. Et le chronogramme, parce que la rencontre des DG, c'était pas... une minute maintenant. Ouais. Oui. La rencontre des DG, c'était pas seulement sur, en fait, les actes administratifs et réglementaires. Il y avait aussi la validation du chronogramme de mise en œuvre, et élaboré par les États parties. Okay. Donc, ça serait effectif quand? Le 10 juillet, test. Le 10 juillet, test de démarrage. Et maintenant, ce chronogramme, si je réponds à votre question, a donné une large place à la sensibilisation. Et cette sensibilisation va être guidée par les différentes difficultés contenues dans la matrice des parties prenantes. D'accord. Voilà. C'est ça que je voulais. Et cette question d'actualité, quand on a devant avec les journalistes, on pose les questions. C'est vrai que c'est une bonne initiative, mais est-ce que la situation de l'actualité politique ne va pas un peu mettre les bâtons dans les roues? Non, ça n'a aucune incidence négative. Ça n'a aucune incidence parce que, écoutez, je vous ai dit que ça a été délocalisé sous la supervision des ministres. Le Burkina et le Mali, le Niger. Le Niger, nous avons deux axes avec eux. On a l'axe du nord, la Bezanga, et l'axe par le Burkina. Donc cela déjà donne une certaine ouverture pour essayer vraiment d'aller vers les postes de secours, les passages de secours. Bon, le Burkina, il est là avec nous. Nous sommes des pays limitrophes. Et franchement, tous ceux qui transitaient, même avant l'interconnexion, avec traversé par le Burkina, la traversée du Burkina a été toujours rendue facile par les autorités. Donc moi, je ne vois pas d'obstacle majeur en cela. Mais je l'ai dit honnêtement que l'accent doit être mis surtout sur la sensibilisation. Ok, d'accord. Et merci de rester très positif et très enthousiaste au sujet de votre opération. On va retenir le cap, ça démarre demain, Inch'Allah, avec les mêmes mesures de sécurité et de contrôle. Tout à fait. D'accord. Oui. Bon, je voulais quand même, au nom du directeur général des douanes, lancer un appel. Oui, 30 secondes. Ouais, je vais relancer un appel parce que vous voyez, comme on dit, que ce projet a besoin d'accompagnement. Ouais. D'accompagnement et de compréhension. Je disais tantôt, tous les acteurs tirent leur compte. Mais il faut quand même essayer d'avoir un lien. Le lien ici, c'est la Direction générale des douanes, à travers son bureau de communication. Nous avons pour cela l'adresse physique, c'est Samanco 2, la Direction générale des douanes. Nous avons des canaux appropriés. Absolument. On a notre site. Vous avez même l'ORTM pour porter le message. Merci beaucoup. On est à la fin de cette émission. C'est ça que je voulais dire. Monsieur le ministre. Je voudrais aussi lancer un petit appel. 3 secondes. Bon, d'accord. En direction de la jeunesse. Parce que vous avez évoqué ça dans notre échange. Je dois dire que c'est pour la jeunesse que nous sommes en train de créer les cadres demain. Ce n'est pas nous, c'est la jeunesse. Donc nous exhortons les jeunes à nous saisir à travers notre site. Nous aurons l'occasion par des canaux à leur transmettre, de manière à ce qu'ils puissent savoir que l'espoir existe et que très rapidement, eux, ils seront les bâtisseurs de cette fédération des États africains unis. Ok, la jeunesse, notre avenir, mais c'est également acteur du présent, justement, journal présenté par une jeune dame ici, Aïbatou Koya Diakité. Prochain rendez-vous avec Actu Hebdo, dimanche prochain, Inch'Allah, canal 12-13. Passez de bons moments de télévision sur le RTM. Merci à vous. Merci beaucoup.